Bonjour, merci de nous retrouver là ce matin. Je suis très heureux de faire ce direct avec vous. Il y a des matins comme ça où on a envie de, pas de pousser la gueulante parce que je suis le roi de la bienséance, mais j'ai envie parfois de prendre la parole pour avoir un ton un peu difficile. Évidemment, je sais que c'est pas facile pour personne en ce moment, mais quand on regarde l'actualité africaine, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Il y a eu un coup d'État au Mali. Bonjour à Colette. Il y a eu un coup d'État au Mali. Il y a eu un mois avant un autre coup d'État au Tchad. Et puis il y a cette Afrique qui n'avance pas. Il y a cette Afrique qui tâtonne, qui doute. Pourtant, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'intelligence, de la technologie, de la science, de l'information, de la culture. Mais pourquoi la jeunesse africaine a toujours les mêmes problèmes qu'avaient nos parents hier? Voilà des questions qui, moi, me posent un sérieux problème de conscience. N'est-ce pas? Et vous serez surpris de savoir que depuis qu'il y a eu le putsch au Mali hier, beaucoup de gens m'appellent, je vois les vidéos. Je n'ai pas fait de vidéo hier parce qu'il y a des moments où il faut aussi laisser parfois la scène pour prendre du recul. Et puis je me dis, c'est quand même grave. Pourquoi les Africains aiment le sang comme ça? Pourquoi vous aimez la bagarre comme ça? Mais quand tu fais au moins la bagarre, il faut être sûr d'avoir la fronde. N'est-ce pas? Nous avons écrit des livres pour questionner la pensée africaine. Nous écrivons tous les jours pour essayer de se poser des bonnes questions. Quand on écrit un livre comme celui-ci, L'Afrique et son cancer du côlon, c'est pour poser une question. Normalement, il faut un point d'interrogation là. Est-ce que l'Afrique est toujours victime de son cancer du côlon? Donc, quand on a un cancer, il faut une endoscopie. On est d'accord? Une endoscopie dans le milieu médical, c'est simple. On vous sonde par l'intérieur pour voir ce qui ne va pas, d'où ça vient, la provenance et tout. Parce qu'aucun problème, aucun phénomène ne peut perturber votre vie s'il vient de l'extérieur. Tous les phénomènes qui nous attaquent et qui nous touchent viennent toujours de l'intérieur. Les agressions sont exogènes, mais je peux vous garantir que les blessures, les chocs sont internes. Donc, c'est nous les victimes de ça. Ça. Alors, je suis quand même un peu déçu. Évidemment, c'est des livres à votre disposition. D'ailleurs, ce livre-là, je le présenterai à Abidjan et je le dédicacerai Partir comme on est venu. On va tous partir, ne vous inquiétez pas, comme on est venu d'ailleurs, dans le simple appareil. Alors, là où il y a un problème avec l'Afrique, et surtout l'Afrique courageuse, intelligente, qui parle sur les réseaux sociaux ou sur les médias, c'est qu'on ne pousse pas la réflexion loin. Je vous raconte une petite histoire. Moi, j'étais en train de faire ma balade dans la forêt hier, comme tous les jours, et il y a un monsieur un jeune cadre d'une société en France qui vient me voir et puis on échange. Et après, moi, j'étais assis, il s'est arrêté, il avait un gros chien, un bulldog. Impressionnant. Et ce bulldog faisait peur parce qu'il avait, il avait une gueule patibulaire, évidemment. Alors, pour que je cause avec ce monsieur dans toute sa gentillesse, il fallait qu'il éloigne le chien à tout moment, qu'il occupe son chien, son bulldog. Et vous savez ce qu'il faisait? Il prenait un bâton et il le jetait très loin dans le lac. Et le chien allait chercher le bâton, il le ramenait, il le relançait. Il a fait ça pendant près d'1 heure pour épuiser le chien, pour occuper le chien, pour distraire le chien. Et le chien allait toujours chercher le même bâton et il le ramenait à son maître et le maître reprenait le bâton et il le rejetait plus loin. Cette image-là m'a touché.
c'est pas la première fois, mais à chaque image, il faut une analyse spécifique. Ça m'a permis de comprendre que quand on veut se débarrasser de quelqu'un, bon, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage, ça vous le savez. Mais je veux dire, quand on veut occuper quelqu'un, on lui donne une fausse piste. On l'envoie se balader ailleurs, pendant que les vraies choses se passent ailleurs. Je fais un rapprochement peut-être risqué, mais volontaire, sur cette Afrique qui n'arrive pas... Bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. Une coloscopie, c'est encore mieux le guide. Voilà, coloscopie. Ça, c'est une spécialiste des questions de santé. Donc, une coloscopie, on va dire ça comme ça. On apprend. Donc, ce que j'étais en train de vouloir dire, donc, c'est que pour que nous, on reste manger le savoir et causer en grand, en cadre, il fallait qu'on éloigne le chien. Le gars est plus costaud, il peut nous dévorer en 2 minutes, mais on n'a jamais vu un chien faire les mathématiques. Donc on l'envoyait se balader, son patron jetait le bâton, toujours aussi loin. Le gars plongeait dans l'eau, il me dit c'est la seule manière de le fatiguer. Il faut qu'il court, que je l'épuise, pour qu'il me laisse tranquille à la maison. Donc je vous en parle pourquoi? Parce que quand vous regardez la situation aujourd'hui en Afrique, vous avez l'impression qu'il y a des maîtres. Il y a 2 maîtres qui causent et qui, pour que le chien ne le dérange pas, on envoie balader le chien. On l'envoie balader, on l'occupe, on le distrait, il transpire, il fait la guerre, il crie, il tout. Alors quand tu ramènes ça à la chaîne africaine, surtout au Mali, le Mali a quand même connu beaucoup de présidents jusqu'ici. De Modibo Keïta, jusqu'à Amadou Toumani Touré, jusqu'à... on ne les connaît même plus, Ibeka. Ibrahim Boubacar Keïta. Maintenant, on me dit c'est Assimi Koïta, le jeune colonel. Alors, j'écoute les avis. On dit que la Russie est derrière Assimi Koïta. Donc, c'est une victoire pour le Mali. Je dis ok. Je suis d'accord. Mais j'espère que c'est dans le dernier coup d'État. Parce que l'Africain est parfois instable. Les mêmes gens qui célèbrent Assimi Koïta tout à l'heure, parce que le ministre des Russes est derrière, il y a les armes qui entrent, j'espère qu'ils seront là demain pour ne plus insulter le même Assimi Koïta. Il faut quand même être crédible. Ça veut dire quoi en Afrique? Ça veut dire qu'il y a des girouettes partout. Un seul truc que mes parents m'ont appris, c'est de ne jamais flancher. Un homme regarde la vie en face. Un homme dit ce qu'il pense. Un homme est droit, un homme engage des luttes qui le tuent ou le relèvent. De toutes les manières, on va tous mourir. Alors, comme on célèbre déjà le Mali parce que la Russie est derrière, donc la France-Afrique est morte, bon, ça ne me dit rien. Mais ça me fait penser à ces gens qui ne veulent pas voir la réalité en face. Citez-moi un pays au monde. Citez-moi un pays au monde que la Russie a développé. Déjà, je salue quand même la pertinence de la puissance de la Russie. Mais Poutine est au pouvoir depuis, ça va faire 26 ans là, plus de 20 ans. Il a pris la Russie dans un état d'ébriété. D'ébriété totale. Ébriété parce que la vodka était la drogue nationale. Et il a réussi à ramener la Russie en puissance. Je lui concède ça. En tuant les opposants, en matant, en empoisonnant, en détruisant. Mais il est le chef maître. C'est le vrai dictateur. Et Poutine, comme les Africains aiment la dictature, adore Poutine. C'est paradoxal. Moi qui croyais que l'Afrique c'est un continent de liberté, de rêve, de la jeunesse, quand on veut autre chose, les gens ont pour référentiel la Russie parce que Poutine est fort. Je dis ok. Maintenant, la question que moi je pose à tous les intellectuels, analystes, ceux qui s'amusent à se prendre pour des géotrouve-tout ou monsieur Jourdain de la politique, hein, parce qu'ils croient que faire de la philosophie, c'est faire de la politique, je vais donc vous dire qu'en termes de développement, la Russie n'a aucun moyen de développer un pays. La Russie, c'est une puissance technologique, rien de plus. Ce n'est ni une puissance financière, ce n'est ni une puissance
euh, stratégique, ce n'est pas une puissance démocratique des valeurs, ce n'est pas une puissance, mais c'est incroyable. C'est incroyable que, parce que quand Sékou Touré de la Guinée dit non à De Gaulle, c'est parce qu'il comptait, il espérait beaucoup sur la Russie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui ces batailles-là. Hein? Quand Cuba dit non aux États-Unis, c'est parce qu'il compte sur la Russie, mais la Russie elle-même est disloquée, elle est émiettée. Si Cuba n'avait pas eu un homme fort comme Fidel Castro, comme le Che Guevara, donc pour compter sur eux-mêmes, ils se seraient disloqués. Les vieilles voitures, vous n'avez jamais été à Cuba, les vieilles voitures américaines roulent encore là-bas aujourd'hui. Mais ils ont supporté, ils ont su se créer. Je salue ce peuple. C'est pour dire que ne faites pas que le Mali s'enferme dans l'obscurité alors que le Mali a besoin d'éducation, de sciences, de technologie aujourd'hui et de puissance et surtout d'une visibilité financière. C'est un trou de sac. Nos accords avec la Russie ne nous donnent absolument rien. Je n'ai pas dit qu'avec la France, ça nous donne davantage. Mais je veux quand même dire que au moins vous avez une ouverture sur l'Union européenne. C'est à vous de déposer les conditions. Moi, je me méfie des Africains qui se plaignent de l'Europe a fait ceci, l'Europe. Non, il faut qu'on change. Il faut qu'il y ait des dirigeants qui prennent leur destin en main. Sankara dit non. Il en est mort, mais au moins il a dit non. Et par la suite, on devait continuer dans ce non. On devait continuer dans cette culture de la résistance. On a amené quelqu'un qui n'avait rien à dire, un autre petit militaire foireux, qui a conduit le Burkina Faso 40 ans en arrière. Donc on n'a pas décollé. On ne peut donc pas se développer, mes chers frères et sœurs, si on oublie de penser que le développement, c'est une bataille permanente. C'est une bataille qui ne s'arrête jamais. La lutte des nations, c'est la lutte de la survie des peuples. Alors quand les gens viennent là, vous célébrer Assimi Goïta, c'est vrai qu'il a le diamant. C'est vrai que vous avez de l'or. C'est vrai que vous avez tout ça. Mais vous allez chercher l'argent là où? Vous allez prendre la légitimité où? Assimi Goïta est un russe. Enfin, il est russophone, il se prend un peu pour Poutine. Il est jeune, moi, il a un beau profil. Mais n'entrons pas systématiquement dans la guerre, dans la défiance des autres. Parce qu'aucun occidental ne meurt pour un Africain. Aucun occidental ne va miser ses relations, ses destins. Je vous rappelle que c'est carrément naïf. C'est carrément naïf de venir nous faire croire que... c'est totalement naïf. De venir faire croire que les Russes vont attaquer les Français dans aucun domaine que ce soit. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. C'est vrai que Poutine a dit que celui qui va s'attaquer à la Russie, on va lui couper les dents. Il va lui casser les dents. Mais ça, c'est Poutine. N'est-ce pas? Mais dans la réalité, quand on regarde les enjeux, la Russie ne perd peut-être pas la guerre, mais elle ne la gagne jamais aussi. Elle ne la gagne pas. Et les accords entre ces nations, ces puissances-là sont tellement poussés qu'on ne bagarre pas pour l'Afrique. Et pour rien du tout d'ailleurs. Vous avez vu en Syrie, les Américains traçaient la ligne. Dès qu'un avion russe traversait, ils écrasaient. Ils ne voulaient rien. Ils voulaient juste créer du chaos parce que ça permettait aux entreprises occidentales de vendre le ciment. Lafarge, ciment Cameroun, a été condamné parce qu'il finance les djihadistes pour créer la guerre, pour casser tout parce qu'eux, ils vont venir construire derrière. La politique n'est pas un jeu. La politique n'est pas un jeu. Et la guerre, c'est les gens qui meurent, mais c'est les affaires qui tournent. N'est-ce pas? Donc, quand vous avez des pays comme ça qui ont des intérêts, le groupe Lafarge, qui est propriétaire de ciment Cameroun, a été condamné à Paris parce qu'on a montré qu'ils avaient cette coaction avec des malfaiteurs. C'est eux qui finançaient la guerre. Ils finançaient les Arabes. Ils finançaient les djihadistes. Donc, vous êtes dans des situations où on a vanté tellement la présence centrafricaine et russe en Centrafrique. Vous voyez que la Russie
À part jouer le jeu militaire, ils équipent leur armée, ils s'occupent, ils prennent le diamant et tout. Ils ne peuvent rien apporter au peuple centrafricain. Absolument rien. Parce que la Russie a les mêmes problèmes que les pays africains. Ils ont un problème de coût de matières premières, du gaz. Ils ont un problème de matières premières. Ils ont un problème de matières aussi financières. Ils ont un problème de capitalisation boursière. Ils ont les problèmes de vétusté de l'infrastructure technologique. Et Poutine s'est concentré à bâtir son empire technologique. Alors, Poutine n'a pas les moyens de venir développer un pays aujourd'hui. À ça, si on ne dit pas ça aux Africains, vous allez droit dans le mur. Je veux bien que le Mali se libère. Je veux bien que le Sénégal, tous ces pays-là... D'ailleurs, le Mali était appelé le Soudan français. Ça veut dire qu'il y a deux Soudans. Et c'est pour ça que vous avez vu il y a quelque temps, la France a fait la conférence sur le Soudan. Parce que la France a créé le Soudan, ou colonisé le Soudan, avant d'en céder une partie à l'Angleterre et une autre partie qui est restée très française. Donc quand les puissances veulent s'élargir, elles ne regardent pas qu'un pays est arabe, est francophone, lusophone ou tout ça. Elles veulent juste mettre leurs antennes pour prélever. Alors si le Mali, ça c'est un message que je passe à toute la jeunesse africaine, si vous croyez que avec Assimi Goïta, c'est le bonheur absolu et que tout va aller bien, je ne veux plus que le peuple malien se retrouve à nouveau dans la rue. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est que ces périodes-là d'incertitude font reculer un pays de 10, 15, 20, 30 ans. Le Mali, en moins de 24 mois, a connu 2 coups d'État. Ce n'est pas terminé. Parce qu'avec ces militaires-là, ça ne finit jamais. Et les gens ont envie de manger. Le peuple a envie d'étudier. Les élèves, les étudiants ont envie d'aller à l'école. Les écoles sont fermées, les banques sont fermées, les envois d'argent sont fermés. Comment le Mali peut s'en sortir? Maintenant, il y a la situation au nord du Mali. Peut-être la malchance du Mali, c'est que c'est un pays riche. Mais quand on est riche, et quand on n'a pas les moyens, quand on est riche de son sous-sol, et qu'on n'a pas les moyens de produire, quand on n'a pas l'infrastructure pour extraire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. Non, Gaudi me dit, je n'ai pas envie ni de courage ni de rien. C'est la réalité aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire, aucune solution ne sera militaire. Parce que si Assimi Goïta vient avec un projet politique, parce que je ne sais pas quel projet politique, c'est pour ça que vous avez vu les pays africains étaient obligés de revenir à Paris chercher de l'argent. Parce qu'on ne produit pas de l'argent comme ça par les tenues militaires, par les armes achetées. C'est une économie qui détruit l'Afrique. Depuis que les Tchadiens sont arrivés là au pouvoir, depuis que le fils de Déby est au pouvoir avec ses fusils, qu'est-ce qui a changé au Tchad? Qu'est-ce qu'il peut changer? Donc, nous avons un véritable problème en Afrique, c'est de créer une conscience spirituelle, culturelle, politique et économique. Nous avons un problème sérieux en Afrique. Sinon, depuis 60 ans, on se bat pour les mêmes choses. Amadou Toumani Touré était présent au Mali, général. À quelques 3 mois de son départ à la retraite, on lui fait un coup d'État. Donc les gens, à un moment, font des coups d'État. Il y a des coups d'État salvateurs et il y a des coups d'État où parfois on se demande, mais pourquoi? J'aimerais bien qu'il y ait des coups d'État quand le peuple est à bout. N'est-ce pas? Mais méfions-nous des coups d'État fomentés. Vous croyez que l'Afrique va donc se libérer quand? Un coup d'État, c'est une instabilité politique. Alors quand j'ai écouté quelques brillants intellectuels venir nous expliquer que le Mali est en train de tourner le dos à la France-Afrique c'est terminé. Pourquoi l'Africain s'entête à voir en la France, je veux comprendre. Pourquoi l'Africain s'entête à voir à la France
l'ennemi absolu face au monde bien en face. Où est le monde bien? Où est le monde bien? Où est le monde bien? Je vais vous faire une confidence. Pendant mes marches, souvent, il m'arrive de réfléchir et je disais, mais les Africains qui soutiennent les Chinois, là, les Chinois sont plus malhonnêtes ou plus méchants. C'est-à-dire, le Chinois vient dans ton pays, enfin les Asiatiques, les Chinois viennent dans ton pays, ils déterrent tes arbres, ils prennent même les racines, ils vont se purger avec, ils boivent les écorces avec nos racines, donc ils ne coupent même pas l'arbre, et ils dessouchent, ils enlèvent même les racines, donc ils détruisent, ils emploient vos gens, de pauvres peuples qui est souvent surdiplômé, mais pour des tâches de manœuvre et des salaires de nègres, pas payés même souvent, et ça finit toujours en bagarre. Deuxième chose, la Chine finance les projets dont elle a besoin, parce qu'elle est en train de faire la route de la soie. La route de la soie, c'est une ancienne route qui existe depuis Marco Polo, depuis l'invention de l'imprimerie, il y a 3000 ans. C'est-à-dire la Chine avait la même route pour commercer, vendre la soie, l'écriture, le papier, tout ça. L'imprimerie. La Russie et la Chine vous prêtent de l'argent. La Chine a envie de venir vendre ses babouches, parce qu'elle ne vend rien en Afrique, à part des babioles. La Chine, par exemple, a envie de vendre. Je vais expliquer tout, hein. Il n'y a pas que la Chine. Même la France, on va revenir là-dessus. Donc, la Chine veut vous vendre ses babouches et ses plastiques déchirés. Et elle vient vous dire qu'elle vous prête de l'argent pour construire un port, un chemin de fer. Elle vous prête donc cet argent. Elle vient construire son port. Le port où elle amène ses bateaux, ses babouches, ses plastiques. Et elle vous endette. Donc vous devez lui rembourser la dot. Et la dette, c'est une dot d'ailleurs politique, parce qu'elle a construit un port qui lui sert plus que vous-même. Deuxième chose, les Chinois, c'est peut-être bien pour les Africains parce que ça arrange même parfois les dictateurs. Les Chinois ne se mêlent pas de vos affaires. Le Chinois ne fait pas la politique. N'est-ce pas? Comme ils disent. Les Chinois sont très vicieux. Même si on tue 1 million de personnes chez vous, les Chinois ne s'en mêlent jamais. Les Chinois n'ont pas de cœur quand il faut faire les affaires. Et les Africains aiment bien ça. C'est-à-dire, les Africains aiment bien quand on écrase tout un peuple pour voler le diamant, pourvu qu'on le vende. C'est eux qui sont au Congo, ils sont partout là. Ils n'apportent jamais la lourde industrie, ils apportent juste le minimum. Très efficace pour leurs intérêts. Comme ça, les dictateurs ont la main libre. Les voleurs ont la main libre. Les Chinois aiment le chaos pour prélever leur part. Ils ne bavardent pas, ils ne bagarrent pas pour les autres. Alors, l'erreur peut-être de l'Occident, c'est souvent de venir avec une mission civilisatrice. C'est-à-dire quand les Européens viennent, ils amènent souvent un livre noir. Ils amènent la culture. Ils amènent la civilisation. Ils prétendent venir en même temps prendre et vous éduquer. Et c'est là où il y a peut-être le problème. Parce que si tout le monde fait donc comme les Chinois, en réalité, je suis bien coincé ce matin. Je vous laisse répondre à la question. C'est-à-dire, les Russes alors font pareil. Les Russes alors, eux, ils ne rient même pas. Les Français au moins font semblant de dire droit de l'homme. Les Français au moins viennent là pour dire, allez au moins à l'école, on va financer les écoles, hein, on va faire... Les Russes, eux, ne bavardent avec personne. Le Russe, lui, vient, il gare son truc, il chasse son camion, il part. Et à force de faire ça, finalement, c'est l'Afrique qui perd.
c'est l'Afrique qui perd. Et c'est pas parce que j'ai dit la Russie que certains Africains vont commencer à jubiler, hein? Parce qu'on parle de la Russie, n'est-ce pas? Donc, j'étais en train de dire que l'Afrique aujourd'hui est totalement déroutée de sa mission. C'est-à-dire, pendant que les grands la parlent, ils sont en train de se balader, ils sont en train de se... Les autres, au moins, nous amenaient un livre bizarre. Ils vous disent, occupez-vous à lire les versets et les psaumes ici, pendant que nous, on creuse le sous-sol. Ça vous apaise. Ça vous crée des... Hein? On vous apprend à lire et vous lisez nos choses. N'est-ce pas? Donc, pendant que vous passez à lire et à faire des débats sur les choses qui se sont passées à Jérusalem, ou à Bethléem, eux, ils commencent à voir comment le sous-sol est grassouillet. Alors, il faut donc dire à cette Afrique-là que nous devons évidemment changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Je vais vous faire une confidence. Les gens croient que les Russes seront en guerre avec les Français un jour. Mais pourquoi faire la guerre? Pourquoi faire la guerre? Je vais vous expliquer. Alors, Steph Val, la France aussi aime le carocard depuis des décennies qu'ils sont présents. Comment expliquer que toutes les colonies sont toujours à la traîne? Mais déjà, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. C'est facile. Pourquoi l'Angleterre, qui est aussi en Afrique et dans ses colonies, toutes ces colonies sont encore aussi parfois pires? Quand vous arrivez au Ghana, dites-moi quelle est la différence qu'il y a entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Dites-moi. Dites-moi si le Ghana dépasse la Côte d'Ivoire. S'il y a matière à envier le Ghana par rapport à la Côte d'Ivoire. Le Ghana a sa monnaie, n'est-ce pas? Le Ghana est même la Côte d'Or. Le Ghana, c'est la partie la plus riche de cette côte-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver au Ghana qu'il n'y a pas à Abidjan, qui est une portion de la France, comme vous dites? Donc moi, je suis serein, je suis calme, et j'aimerais donc vous écouter dans vos arguments, dans vos argoutis. Parce que vous voulez faire croire aujourd'hui que la France, vous ne vous voyez pas vous-même. Le seul problème de l'Afrique, c'est de développer l'intelligence. Tant que nous, on se fait vieillir la barbe ici, hein, tant que la barbe continue de blanchir ici, tant que vous détestez tous vos enfants qui sont ingénieurs au Canada, qui sont milliardaires au Japon, qui s'enrichissent, mais pour enrichir les entreprises belges, qui sont vigiles, cuisiniers, tout ce que vous voulez, infirmiers, médecins, docteurs, chercheurs hors de l'Afrique, vous n'aurez jamais le développement. Cette masse critique-là, qui doit créer l'intelligence, ne peut pas se reproduire sur place, ou ne peut même pas se produire. Vous croyez sincèrement que le Nigeria, qui a 3 millions, qui a 4 fois plus, qui a 10 fois plus d'habitants que la Côte d'Ivoire, vous croyez que le Nigeria est plus développé? Vous croyez que le Nigeria est une vraie superpuissance alors que c'est la première économie africaine? Vous croyez qu'à l'UEMOA, la CEDEAO, c'est le Nigeria? Moi, je veux qu'on pose des questions. Vous avez vu le désordre anarchique, programmatique qu'il y a au Nigeria? Vous avez vu la mort de l'industrie qu'il y a au Nigeria? On peut même... Chacun allume son groupe électrogène. Vous avez déjà vu un pays qui n'a pas d'énergie? Vous avez déjà vu un pays qui n'arrive pas à contrôler ni l'administration ni la corruption? Donc nous devons, ne déplaçons pas le problème. L'Africain ne veut pas travailler.
il est toujours... Mon rôle aujourd'hui, ce n'est même pas de comparer les puissances. Vraiment, il faut pas mal me comprendre. Mon rôle, c'est de vous dire, mais quand est-ce que l'Afrique va se lever comme chaque pays s'est levé pour accéder à son autonomie? Parce que vous voyez le coup d'État au Mali, là, le gars demande les armes. La Russie va lui prêter les armes. La Russie va dire, bon, vous payez en quoi? Comme ils n'ont pas d'argent, la Russie va dire, on prend cette portion, nous aussi on commence à exploiter. Et la Russie sera face à une autre puissance coloniale qui exploite aussi soit l'uranium, soit l'or, soit le diamant, dont ils vont s'entendre. La force des colons, c'est qu'ils savent s'entendre. La force du nègre, qui est sa faiblesse, c'est qu'il ne sait jamais embrasser son frère pour discuter et avancer. Voilà. Le Gué de l'Afrique du Sud et du Nigeria sont des pays émergents tutélaires de l'Angleterre. Est-ce que la France peut dire autant de son... Ben, je suis en train de vous expliquer que le Nigeria n'est pas un grand pays. Il y a le Sud qui est un peu Ibo, Biafra là, où ils ont une énergie, ils ont beaucoup d'argent et c'est le siège du pétrole. Ils ont une diaspora aussi dynamique. Mais quand vous allez dans le nord du Nigeria, vous êtes à Kaduna, vous allez vous monter, vous pouvez croire que vous êtes au Moyen-Âge. C'est là où Boko Haram prend place. Boko Haram, ça veut dire la défaite de l'intelligence. Parce qu'ils tuent leurs propres frères en disant que l'éducation occidentale n'est pas, est un péché. Que l'éducation est un péché. Vous tuez vos propres frères. Donc, quand un pays est obscurantiste comme ça veut dire que c'est un pays sous-développé. Le Nigeria est un pays sous-développé. Ils ont quelques hommes d'affaires qui se tirent parce que vous ne pouvez pas avoir 300 millions d'habitants, même 400 millions, et vous êtes pauvre, sauf en Afrique. Parce que l'économie, les marchés ne sont pas régulés. Chacun peut égorger chacun. Vous marchez, on vous vend. Il y a une économie de la survie qui crée un désordre pas possible dans ces pays-là. N'est-ce pas? Ils ont leur propre monnaie, le Naira, mais le marché n'est pas régulé. Tu vas le mettre, tu vas la coller à quelle monnaie internationale, sur quel marché? Et comment tu vas faire pour jouer avec l'inflation? Mais il y a des termes très économiques. Le Nigeria n'est pas une puissance. Donc, il faut revoir ce problème de monnaie-là. L'Afrique a besoin de sa monnaie. D'accord? Je pense, à mon humble avis, que nos dirigeants africains manquent d'humanisme, de patriotisme, en conséquent, négocient mal leur intérêt. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. James Ferrand me dit, voilà pourquoi la France maintient les dictatures en Afrique pour créer l'immigration et produire... Mais écoutez. Brissillon, que je vous réponds, hein. Le Nigeria n'est pas une puissance économique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on regarde le championnat du Cameroun, on dit Piment de Bayangam est champion du Cameroun, qu'on dit que Piment de Bayangam peut jouer avec le Real de Madrid. C'est-à-dire, le niveau est très faible. C'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait une économie structurée avec, évidemment, la puissance de feu nucléaire, l'énergie civile nucléaire, et puis, on a démantelé le nucléaire sud-africain par les mêmes Anglais. Quand les Européens quand les Boers, les Blancs, ont enlevé la main sur le pouvoir politique, on a dit qu'on ne peut pas laisser l'arme nucléaire entre les mains des nègres, dont l'économie de l'Afrique du Sud est puissante parce qu'il y a 5% de Blancs qui tiennent cette économie. Ils n'ont pas eu le temps de former une élite. Ça, vous le savez. Les Congolais, les Camerounais, les Nigériens qui vont travailler là-bas sont victimes de xénophobie en Afrique du Sud. On brûle leurs usines, on casse leurs magasins, on chasse leurs enfants, on tue les gens en route et ils fuient. Ça se reproduit quotidiennement en Afrique du Sud. Ça déstabilise la production de l'économie. Quand tu me cites l'Afrique du Sud, avec quel exemple? Tout ce qui a été construit là a été construit sous l'apartheid, par la dictature des Boers, des Blancs, et puis par le sang des ouvriers des townships noirs. Mais on parle maintenant d'inverser la tendance en mettant l'intelligence au service de la production du développement. Est-ce que l'Afrique du Sud peut se développer avec... Bon, regardez le Zimbabwe qui est en face de l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe nourrissait toute l'Afrique.
Le maïs, le blé zimbabwéen allait partout. On le mangeait, on mangeait le couscous zimbabwéen même au Cameroun. Il suffisait que le patron Mugabe ne soit pas haineux, ne pousse pas pour une réforme agraire les 5% de Zimbabwéens à fuir le Zimbabwe, à laisser l'économie tomber. Ils sont partis, regardez où est le Zimbabwe aujourd'hui. Qui peut aller au Zimbabwe même pour 0 francs? Ils sont riches, mais ils n'ont pas la force mentale pour transformer la fatalité, pour casser la pierre, pour créer le moteur. C'est ça qu'il nous faut en Afrique. Et la Côte d'Ivoire, pourquoi j'y vais? D'ailleurs, j'arrive là-bas le 5. C'est un pays qui a su toujours jouer sur ses ouvertures. Tu ne peux pas progresser sans les autres, sans l'assistance même technique, technologique des autres. Le Cameroun était au même niveau de développement en 1970 que la Corée du Sud. On avait la technologie, l'industrie, mais c'est faux de le dire, parce que ce n'était pas notre technologie. C'est une technologie purement française. C'est une technologie importée. Et on n'a pas su voler, on n'a pas su la maîtriser. Quand Houphouët-Boigny décidons de créer ce pays, lui qui est député français, lui qui a écrit, qui a participé à la constitution française de la 5e République, il connaît comment faire pour prendre l'argent, amener l'énergie. Et il dit ce pays-ci va s'ouvrir. Mais en Afrique, il y a toujours cette minorité qui dit que c'est leur pays. Il faut chasser les autres. Cette mentalité-là, c'est ce qu'on a ici en France avec le Front National. Et dès que vous commencez à réfléchir comme ça, c'est la disparition totale de l'Afrique. Et je suis étonné que la plupart des Africains qui sont même en Europe, qui sont au Canada, qui sont plus xénophobes que les gens sur place en leur disant « refermez-vous, chassez les gens, tuez les autres, ils ne sont pas les vrais citoyens de ces pays. » Quel est le pays qui peut se développer en autarcie? Voilà pourquoi je vais à Abidjan. Voilà pourquoi je vous dis que l'Afrique n'a aucune chance de se développer, parce qu'on a une mentalité parfois de fermeture, de sauvagerie. Maintenant, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. J'aimerais voir cette Côte d'Ivoire où ces jeunes ne prennent pas la Méditerranée comme elles sont pour toi aussi développées que le Ghana et les autres. Le problème de la Méditerranée, ce n'est pas un problème d'un pays, c'est un problème de la fierté africaine. Il y a un discours à tenir aux jeunes là-bas. Vous savez, il y a 15 ans, il y a un jeune Camerounais qui s'appelle Kingsley Abankoum. Il est parti de Limbé à la nage. On a fait un documentaire sur lui et un film. Et il a écrit un livre. Et j'ai relu depuis lors plus de 3 livres des auteurs, des jeunes Africains qui ont raconté la même histoire que Kingsley Abankoum. Donc qui ont vécu la même histoire. Ça veut dire quoi? Ils ne communiquent pas, ils ne lisent pas, ils ne partagent pas l'expérience. Quand j'écris un livre, je parle d'une expérience, par exemple, néfaste, où je donne des enseignements. Celui qui lit ce livre, ça lui donne l'expérience de ne plus aller tomber dans le même trou, parce qu'il va éviter. C'est pour ça que la transmission, l'université, l'école, c'est d'abord le manuel. Alors, si les jeunes, si chaque jeune vient écrire « Mon voyage m'a traversé du désert », mais tout le monde a traversé le désert. Est-ce que vous avez besoin tous de traverser le désert pour écrire la même histoire? Où est l'enrichissement? Puisque c'est les mêmes choses que vous vivez. La famine, l'esclavage, la prostitution, la misère, tout. L'Africain ne communique pas. Il y a la théorie. Vous savez, moi je suis un pépé. Je vis beaucoup dans la forêt. J'observe. Ce qui est magnifique dans la forêt, c'est que c'est la nature. Et Spinoza disait que le Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est la nature. Pas une nature figée, mais une nature active dans toutes ses composantes. Il suffit de regarder la nature. Donc je regarde souvent et vous allez constater que quand vous faites un piège à rat dans une brousse, en une journée, vous pouvez attraper 15 ou 20 rats dans le même piège. Parce qu'ils ne communiquent pas. Ils ne se méfient pas. Ils ne se passent pas l'information. Pourtant, ils sont ensemble.
Donc vous tendez un piège. Bon, ne parlons même pas de rats, faites ça avec les souris chez vous, vous verrez. Vous tendez un piège, le premier rat vient, il se fait prendre, même crier, il ne crie pas, il reste calme. 5 minutes après, vous remettez, le même type vient. Et c'est un peu ça. Quand nous allons en Afrique, ce n'est pas pour snober les gens, c'est parce qu'il y a un discours. Il faut dire les choses à cette jeunesse-là, avec franchise. Je ne suis pas ici pour chercher les vues, les buzz et tout. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire beaucoup de vues. Ça ne me plairait pas. Ça ne me déplairait pas non plus. Mais ce n'est pas ça qui m'amène à vous parler. Je suis sincère. Je parle avec mon cœur. Je prends souvent même des risques. Parce que je vous dis ce que les autres qui travaillent pour des petits guerriers cachés ne vous disent pas. Il y a des gens qui veulent juste... Ils sont payés pour qu'il y ait la guerre. Et eux-mêmes travaillent pour qu'il y ait la guerre dans leur propre continent. À un moment, il faut qu'on passe à autre chose. N'est-ce pas? Voilà. Combien d'Africains arrivent en Europe? Combien d'Ivoiriens arrivent ici? Combien de Maliens, de Sénégalais, de Camerounais, de Congolais, de Gabonais arrivent en Europe? Je les vois tout le temps en France. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui m'a amené ici? J'avais mon commerce au pays. J'avais ma petite maison. J'avais ceci. D'autres arrivent et s'en sortent et sont heureux. Mais la plupart du temps, la plupart des jeunes qui arrivent là ont payé 10 000 euros. Mais on vous donne 10 000 euros en Afrique. Est-ce que vous êtes pauvre? Vous êtes millionnaire. Les 10 000 euros, vous ne les aurez même jamais plus en France, ou au Canada, ou en Italie, ou en Espagne. Donc, c'est ce manque d'information dont l'immigration n'est pas une question de pays fort ou pays riche. Il y a beaucoup de jeunes Français qui vont s'installer à Londres, dorment sur un lit picot, parce qu'ils travaillent comme serveurs dans un bar, parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent. Ils croient gagner un peu d'argent en vivant mal. N'est-ce pas? Ça, on ne vous dit jamais ça. Vous avez beaucoup de jeunes Français qui fuient souvent pour aller se mettre en Suisse ou à la frontière suisse parce qu'ils veulent travailler dans les hôpitaux suisses et ils croient qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais quand vous faites les allers-retours, les taxes et ceci et cela, au fil des ans, vous constatez que vous vous êtes dépensé trop parce que vous payez les taxes en Suisse aussi. Vous payez les taxes en France, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes entre deux, mais vous n'avez pas cette tranquillité. Et donc parfois, quelqu'un préfère rester en France avec ses 1500 euros, où il a la vie facile, il a une bonne table, il a une liberté totale, il est heureux. Ça, c'est un débat. Ça, c'est un autre débat. Donc, je voulais donc dire à l'Afrique que ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Ne nous racontons pas des choses qui ne développeront jamais le continent. Je connais des gens. Moi, je ne suis pas venu en Europe manger. D'accord? Donc, je peux bien avoir laissé ma villa, mais tout ça, tout ce que j'ai laissé là-bas, pour moi, c'est le matériel. L'Europe, c'est une histoire culturelle. C'est une histoire de mes parents aussi. On ne choisit pas. Je ne peux pas reprocher à mes fils d'être nés là. Ou à moi-même d'être venu là, très tôt, amené par mes parents. Mais ce que je vous dis, c'est que ne venez pas en aventure parce que vous avez vu les autres. Il y a des Africains qui n'ont rien à faire en Europe, qui regrettent jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont perdu tout. Ici, ils n'auront jamais plus rien. Parce que le temps de construire un homme prend toute la forme et ça peut prendre toute une vie aussi. Ça, c'est la vérité qu'on ne dit pas à la jeunesse. N'est-ce pas? Moi, j'ai vu, il y a eu les Sénégalais qui ont couru là, l'autre jour, et les Marocains. Il y a 8000 Marocains et Sénégalais et tout ça, et Africains, Maliens, tout ça. On a interviewé un jeune Malien, le Malien qu'on a pris dans les bras là. Il a une licence en biochimie. Et il dit qu'il était en train... Il avait une petite situation. Il a une femme, une fiancée à Dakar. Il pleurait parce qu'il s'est dit, mais si je savais que c'est pour être mangé par les requins, est-ce que je serais venu? Donc, c'est un peu un débat. Hein? Après, chacun réussit sa vie. Mais maintenant, revenons sur l'Afrique. Revenons sur l'Afrique. On parlait des puissances. Citez-moi un pays au monde qui s'est développé sans l'aide des autres, qui s'est développé sans la technologie des autres, sans l'apport économique des autres, sans le capitalisme des autres. Vous savez pourquoi vous allez aux États-Unis? Parce que les États-Unis, ça appartient à tout le monde. Les Italiens fuyaient là comme la peste, ils fuyaient la famine.
Aucun Africain n'émigre pour la famine. Mais les Italiens fuyaient la famine. On dit famine, ça veut dire qu'il n'y a rien à manger. Les Irlandais fuyaient la famine. Ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont observé, ils ont commencé chacun dans son domaine à faire fructifier ce dont ils savent mieux faire. Et les pizzas, et le vin, et le whisky, et ceci, et les armes, et tout ça. C'est ça qui donne les États-Unis que vous enviez aujourd'hui. Citez-moi un pays africain où on est libre d'aller s'installer, investir, construire. C'est pour ça que le président Kagame a dit il n'y a plus de passeport. Il n'y a plus de visa pour aller au Rwanda. Il n'y a plus de visa parce que les Africains ont même parfois de l'argent. Les gens ont 10, 15, 20, 50, 100 millions, mais ils ne peuvent pas aller en Afrique en paix. Parce que l'attitude de l'Africain qui est sur place, souvent, frise la folie. Vous êtes haineux parfois. Vous êtes négatif. On vous pompe. Le panafricanisme, qui est un humanisme, est devenu un panafricanisme de chasser les autres. Tel n'est pas ivoirien. L'autre n'est pas camerounais. Oh, ça, c'est pas un centrafricain. Ça, c'est pas un vrai Congolais. Tel n'est pas un vrai Sénégalais. Ces débats-là ne finissent jamais. Donc, un mélange de bêtises, un mélange d'obscurantisme, un mélange d'ignorance aussi, un mélange de manque de culture. Et quand tous ces problèmes-là se mélangent, vous avez les coups d'État, vous avez la guerre. Moi, je veux donc qu'Assimi Goïta, par exemple, qui est jeune, qu'il nous dise comment il va relever le Mali. Si la Russie lui a garanti 100 milliards, si la Russie peut lui apporter autre chose que les armes, parce que c'est les Maliens qui doivent s'asseoir et trouver leur énergie. Alors, il y a une très bonne question. Il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi la France maintient les dictateurs? Mais ça, c'est les débats des enfants. Ça, c'est les débats. C'est le débat des enfants. On peut maintenir un président dans quel pays contre l'avis de ce peuple? En réalité, le peuple n'existe pas en Afrique. Le peuple n'est pas très fort, n'est pas formé. C'est pour ça que le peuple n'est pas formidable. Vous ne luttez pas assez. Mais les gens rêvent. Moi, j'aime mon pays. Écoutez, j'aime ma maison. J'ai des voisins qui sont en face de moi, qui sont mes voisins. Il y a beaucoup de nourriture là-bas. Et moi, je n'en ai presque pas ici. Je commence à utiliser les moyens. Je commence à inviter la dame, ma voisine. Je l'invite au resto, je commence à flatter, je lui fais les yeux doux, je lui promets mon émerveil, elle porte son sac de riz, elle vient laisser chez moi. Donc, j'ai intérêt à ce que la femme ou l'homme qui est mon voisin soit de plus en plus faible. Mais si les enfants aussi arrivent parfois à dire on ne veut pas, maman, tu pars pas chez ce type-là, on ne veut pas ce mariage. Ou bien on dit papa, on ne veut pas cette relation-là. Ou bien tu vas sans nous. Vous croyez franchement que la France peut imposer un dirigeant dans un pays et puis vous êtes là, vous regardez? L'Angleterre peut imposer un dirigeant? Le peuple s'en fout en Afrique. Vous en foutez. Vous êtes dans des querelles, vous êtes sur Facebook, vous êtes là, vous dansez, vous vivez vos vies, quoi. Mais sachez donc que les pays ne dorment pas. Les intérêts, les bisous ne se font pas entre pays. Si un pays te fait un bisou, c'est un bisou de la mort. Donc, quand vous venez nous réciter que tel ami, tel, on soutient les dictateurs, mais vous acceptez déjà les dictateurs que vous aimez d'ailleurs. L'Africain aime ça. L'Africain aime ça. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Dès que les gens étaient mécontents, l'armée, le peuple, ils ont enlevé. N'est-ce pas? Boubacar Keïta et tout ça là. Mais le problème, c'est qu'après, le peuple fuit. On ne fuit pas la politique. La politique est une bataille perpétuelle. C'est une bataille permanente. C'est une veille stratégique. C'est une lutte à mort. Les gens doivent se mettre là pour surveiller leurs égrégores. N'est-ce pas?
Comment faire alors pour se développer? Le guide. Non, vous savez, nous sommes, vous êtes quand même curieux. Vous êtes curieux. Regardez les directs qu'on fait là. C'est à peine s'ils sont partagés. N'est-ce pas? C'est à peine si les gens veulent écouter. Parce qu'on ne leur dit pas ce qu'ils aiment. L'Africain est comme parfois un enfant qui veut qu'on lui chatouille les oreilles. Il faut qu'on lui dise, on lui fait la berceuse pour qu'il dorme. Quand tu prends le marteau pour cogner son tympan, tu es son ennemi. On dit il n'est pas bon. Lui il ne dit pas ce qu'on aime. Allez donc là où on vous dit ce qu'on aime et ça finit en coup d'état, ça finit en misère. Ça finit en misère. Allez donc vous masser là où on vous aime trop. Mais laissez-moi vous dire, la Russie est un grand pays. Ce n'est pas un pays africain. C'est des blancs. Des nationalistes, ultranationalistes même, beaucoup de racisme. N'est-ce pas? Il y a un racisme en Russie qu'on ne peut même pas tolérer en France. C'est-à-dire même pas un déni. C'est pour ça que Poutine soutient Marine Le Pen. Poutine soutient Donald Trump. Poutine, c'est des gars qui soutiennent la suprématie d'une race. Mais ça, l'Africain même est tellement enthousiaste qu'il ne connaît même pas ce qu'il dit. Je préfère vivre dans un pays où on condamne le racisme. N'est-ce pas? Deuxième chose, dans les relations maintenant stratégiques, la France et la Russie ont tellement d'avoirs en commun. Il y a ce qu'on appelle l'Arctique, dans le pôle Nord, l'ouverture, avec les icebergs qui s'ouvrent. Parce qu'avant, la route commerciale, c'est-à-dire pour partir du Canada, pour partir de la Russie au Japon, il fallait contourner partout, presque toute l'Afrique, le canal de Suez, 22 000 km. Alors qu'aujourd'hui, avec l'Arctique, pour aller de la Russie au Japon, c'est à peine 6 000 km. Pour aller aux États-Unis, à partir de la Russie, c'est-à-dire c'est déjà, on a réduit ça. Voilà. Et là-bas, il y a beaucoup de gaz. Il y a beaucoup de pétrole. La Russie n'a pas les moyens. C'est les entreprises françaises qui donnent la technologie et l'argent et qui exploitent dans ces accords-là. Ces accords-là sont tellement plus importants que tout ce qu'il y a en Afrique. Le gaz qu'il y a là-bas, qui est produit par la France et la Russie, même l'Allemagne, c'est pour ça qu'ils ont leurs intérêts. Donc, je vous disais, chers frères et sœurs, célébrez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mais dites-vous toujours que ne croyez pas que c'est l'autre qui vient d'ailleurs qui va venir vous libérer. Hein? Quelqu'un me dit, le peuple n'est pas armé. Mais monsieur, ça veut dire que vous ne savez pas ce que c'est que le peuple. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que le peuple. C'est bien beau de dire. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire des nations, c'est comment les nations font pour lutter. Vous voulez que je vous rappelle ce qui s'est passé? Vous voulez? Il n'y a pas de conspiration. Laissez-moi boire un verre d'eau. Vous allez me tuer avec le bavardage. Comme vous dites, le bavardage, là, nous donne même quoi? Partagez ce direct. Merci. Quand on n'a pas de jeûner le matin. Alors, c'est pas bon pour la santé, mais il faut, chacun sait comment il maintient son IMC, son indice de masse corporelle. On m'a dit de perdre le ventre,
Donc, je ne mange pas. Alors, ce que je voulais vous dire, la question qui m'a été posée, j'espère que c'est une bonne formule. Hein. Il y a d'autres qui viennent qui parlent seuls. Mais moi, parfois, il faut prendre des questions pour essayer de répondre. On est aussi là pour ça. On n'est pas là pour les buzz. On est là pour répondre aux questions que vous vous posez, en toute franchise. Je n'enlève ni A ni B. Et ces questions-là, quand on fait les directs, on parle souvent seul comme des fous. On ne répond pas à vos attentes. Donc moi, je décide de temps en temps de ne pas faire un monologue, mais de répondre aux questions. Bonjour le guide, n'est-ce pas une armée? Mais la Révolution française, c'était quoi, jeune homme? Je discutais la dernière fois à une table avec des amis, des anciens militaires français d'ailleurs, et je leur ai dit que, mais, est-ce que vous savez que entre le 9 juillet 1789 et le 11 juillet, et le 14 juillet, pardon, il y a eu sur la place de la Bastille et aux environs là, 9500 personnes égorgées. C'est-à-dire, sur un petit périmètre de moins de 5 km, on a recensé 9000 personnes égorgées, 9000 Français. C'est les victimes de leur liberté, sur le sang versé, sur l'honneur, la dignité de leur génie, de leur génie intellectuel, créateur. Le peuple fort de France s'est levé, seul. Monsieur, vous avez vu qui les aidait? Quand en Haïti, Toussaint Louverture a décidé que face à l'esclavage de Napoléon et tous ces systèmes-là, lui le petit nègre, lui le pauvre type avec son peuple qui n'a rien, il a pris des noirs forts pour faire tomber la plus grosse armée de l'époque. Les Anglais étaient en face, les Français étaient là, ils se sont mis au milieu pour prendre leur dignité. Même si aujourd'hui Haïti paye, même si aujourd'hui Haïti souffre, mais vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a un peuple aujourd'hui, en 2021, qui dit que oh, l'armée... Voilà les réflexions typiques des Camerounais qui sont dans ce direct. Ils veulent toujours que c'est les autres qui meurent pour eux, en estimant que quand les autres vont mourir, ils vont venir récupérer le sang des victoires des autres. Haïti, Toussaint Louverture s'est mis devant. La lutte du bois caïman. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Je n'ai pas dit qu'il faut de la violence, qu'il faut des morts. Mais je dis, on n'écrit pas l'histoire avec la poésie. L'histoire est violente par nature. Mais il faut que cette violence soit bénéfique et définitive. Quand nous condamnons les coups d'État, c'est parce que ça ne nous sert à rien. Au Tchad, là, il y a eu près de 300 morts là, ces jours-ci, qui sont morts pour rien. Il n'y a eu ni révolution, ni rien. Vos coups d'État, c'est pour régler les problèmes de positionnement d'armes et de politique et tout ça. Une révolution, c'est quand un peuple sort de ses tripes et pour dire nous, pour nos arrière petits-enfants, on se sacrifie une fois pour toutes. Mais nous, on est une génération de profiteurs. Tous les intellectuels africains, chacun tape son costard et vient faire un petit truc qui fuit. Le peuple aussi, chacun est au bar, il a la bière bien glacée et il dit que les autres ne luttent pas trop. Vous avez des petits chômeurs là-bas en Afrique qui attendent que nous qui n'avons plus la force, nous qui avons aussi d'autres problèmes ici, que nous on aille encore libérer les étudiants. Vous savez, j'étais à l'amphi dans une université à Douala un jour, et puis les jeunes sont venus, il y a les bars en face, on buvait un petit verre. Et puis, ces jeunes-là me disent, prof, tu nous as fait une vraie conférence, 4 heures c'était chaud, mais on te sent plus très dur comme avant à la télé. Mais tu as un peu changé, alors que nous on comptait sur vous pour la révolution. J'ai dit, ok, donnez-moi la facture, je vais payer. Mais vous ne me verrez plus jamais ici avec vous. Voilà des enfants de 22 ans.
23 ans, qui attendent que c'est un papa qui a la barbe blanche, qui aille porter leur révolution. Ils boivent les grandes Guinness, ils boivent des bières à 1500 francs CFA et estiment que c'est moi. Être étudiant, c'est aller vers la réalisation de ses utopies, ses rêves. Parfois, c'est tellement gros. Quand on est étudiant, on a envie de tout casser. Enfin, pas le sang, mais on a envie de... On se rebelle. On est engagé. L'étude, c'est quoi? C'est l'engagement. Les études, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, même si après ça a dérivé, mais l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas la trafiquer. L'histoire politique de la Côte d'Ivoire qui se réveille, c'est Laurent Gbagbo, qui est enseignant, qui va mettre son petit venin là-bas de la révolution sur les étudiants, parmi lesquels les Blé Goudet, les Guillaume Soro, les Martial Ahipo, toute cette génération-là. Et ça produit ce que ça produit. Bon, après c'est leur histoire. Mais au moins vous avez vu comment la jeunesse peut partir de l'université pour arriver jusqu'au perchoir, jusqu'au premier ministériat, jusqu'à la présidence. Alors, vous avez des pays où la conscience dort. Ces jeunes-là, ils ont les mêmes copines que nous les papas. Ils boivent les mêmes bières et ils sont en train d'attendre que c'est la basse à Paris qui fasse leurs problèmes. La basse n'est rien, n'a aucun pouvoir politique, n'a aucun pouvoir opérationnel sur le terrain. Ils ont de la volonté sur place, ils vont dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent se paralyser les institutions, empêcher le président de venir, de ceci, déstabiliser. Mais sur place, ils n'ont aucun moyen. Alors, vous, les gars, sont là en train de... Vous voyez des étudiants qui ont des gros ventres comme des fonctionnaires. Mais vous voyez des fonctionnaires eux-mêmes qui sont déjà diabétiques. Vous voyez ces gens-là qui dorment et qui sont en train d'accuser la France, qui sont en train d'accuser parfois le Canada. Vous savez, il n'y a pas de bons colonisateurs, les enfants. Voilà en fait le discours que je venais vous tenir. Le Canada, c'est un pays qui vit avec les ONG, parce que le Canada est le pays le plus mesquin du monde. C'est eux qui financent le Bahamas avec les guerres qu'ils créent en Afrique et partout. Et les milliardaires font les rétrocommissions avec les FMI, les dons. C'est-à-dire, on vous explique tout ça tous les jours. C'est-à-dire, quand on fait le FMI là, on va d'ailleurs en parler. Au Cameroun, en ce moment, on dit qu'il y a tout un gouvernement qui doit aller en prison. Ce n'est pas une nouvelle qui nous étonne. Ce n'est pas une première nouvelle, c'est le quotidien là-bas. Mais quand les gens vous prêtent l'argent pour un truc qui n'existe pas ou qui n'existe pas trop, dont le FMI crée un business avec l'argent pour vacciner les gens. On sait bien que les gens ne veulent pas être vaccinés parce qu'il y a une immunité collective. Les gens ont d'autres problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. L'État peut prendre cet argent pour financer dans les projets sociaux. Donc, il y a toujours détournement. Mais c'est que les gens ont pris cet argent pour mettre dans la poche. Mais en réalité, ils ne peuvent pas mettre cet argent seul dans la poche. C'est un argent qui n'est pas touchable. C'est un argent de rétrocommission. C'est un argent qui arrive et tu prends ta part, tu renvoies dans des paradis fiscaux. Ou tu renvoies au Canada, tu renvoies à Québec, à Montréal, et Montréal te renvoie aux Bahamas ou à l'île Maurice, ou au Luxembourg. Donc c'est un circuit d'argent bien rodé, mais les Africains eux-mêmes, le peuple ne comprend rien. Donc il y a toujours eu détournement de fonds FMI, parce qu'on ne dit pas la vérité. Quelqu'un te prête de l'argent pour acheter la veste. Tu dis, mon frère, ce j'ai un problème de veste. Mais si tu lui dis que tu ne veux pas acheter la veste, il ne te donne pas. Donc tu prends l'argent, tu sais que tu as 50 vestes, et puis toi tu as des problèmes de chaussures ici. Il te donne la veste alors que toi tu es pieds nus. Donc tu veux les chaussures. Tu prends l'argent pour acheter les chaussures, tu fais semblant d'avoir acheté 2 petites vestes nouvelles, mais tu achètes plutôt les chaussures en bas pour marcher, pour aller au champ. Tu achètes les bottes. Hein?
Donc tu contournes, il y a toujours eu détournement des projets du FMI. Parce que le FMI est un peu bête. C'est-à-dire, ils sont vicieux dans leur manière de donner. On te donne, on dit, c'est pour te raser la tête. Tu dis, mon frère, je suis déjà chauve. On dit, rase la tête. Tu dis, j'ai pas de cheveux. On dit, rase quand même la tête. Donc, tu vas prendre cet argent pour plutôt acheter les tissus. N'est-ce pas? Et quand tu prends donc cet argent pour acheter les tissus, ça devient un argent qui est déjà détourné du projet initial. Mais tu fais faire croire, quand les experts de FMI viennent, tu montres la calvitie, tu dis voilà, j'ai rasé la tête. Mais en réalité, toi, tu as acheté les pagnes. Mais le problème maintenant, c'est que même le pagne, on n'arrive pas à acheter. Même raser la tête, on n'a pas fait. On a pris plutôt l'argent. Il faut expliquer ça. N'est-ce pas? Et là, il y a une bonne question de mon petit frère Brice. La Chine s'est développée en autarcie, le guide. Pourquoi enlever le nucléaire? Mais qui va vous donner le nucléaire? Vous voyez, monsieur, le nucléaire, c'est qu'on appuie le bouton comme ça, tout explose. Vous les Africains haineux là, on peut vous donner le nucléaire. Mais le nucléaire, c'est la maîtrise. C'est-à-dire, tu as le bouton. Même quand Donald Trump était à la Maison Blanche, les gars le suivaient 24 heures sur 24. Il a les codes nucléaires, mais on l'arrêtait. Mais pour toucher le nucléaire, il faut être trop fort dans la maîtrise. Sans la puissance, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Or, l'Africain n'a même pas encore la maîtrise parfois de ses propres peurs et émotions. On peut te donner le nucléaire, là, un président africain se lève là, le matin, il dit « Je n'aime pas la tribu, là, m'énerve ». Il appuie le bouton, alors que le nucléaire, c'est l'atome. Ça explose le pays, ça explose toute l'Afrique, ça brûle tout le monde autour de lui. Le nucléaire, c'est l'arme la plus dangereuse jamais créée au monde. Vous croyez que Israël est en face? On refuse le nucléaire à l'Iran, pourquoi? Même si l'Iran fait comment? Et c'est ça la bataille. Quand vous voyez le Hamas là et tout ça, c'est les Iraniens. Si les Iraniens peuvent avoir donc la bombe nucléaire, mais Israël va disparaître le même jour. Les Arabes là sont capables de raser et Israël eux-mêmes en même temps. Tout le monde meurt. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on contrôle. Ah, je suis fier de vous. Posez-moi toutes vos questions le temps que je suis encore là. Quelqu'un dit fonds de misère international. Mais l'Afrique n'a pas de leader aujourd'hui. La carence de leadership, c'est peut-être depuis l'esclavage. Le leader ne doit jamais être tout seul. Le leader, c'est une pensée. Attendez, vous savez, pour la révolution, il est quelle heure? 12 heures. Ok. Partagez ce direct. Pour préparer une révolution, c'est comme... Les femmes savent ce que c'est qu'une révolution, non? Tu commences d'abord à faire les condiments, non? Tu vas même d'abord au marché. J'avais dit que la révolution, c'est le congrès. C'est-à-dire, c'est une cuisine où l'huile commence à sortir du plantain, de la banane. La viande commence à s'émietter. Non? Anthony Eboa, non, écoute. Il disait que la Chine s'est développée en autarcie, c'est-à-dire en créant son propre modèle culturel. Mais l'autarcie ne veut pas dire que tu te fermes. L'autarcie, ça veut dire à un moment tu vas t'ouvrir quand même pour aller prendre le savoir. Les TGV aujourd'hui, la Chine a les plus puissants trains à grande vitesse. On dit maintenant LGV, n'est-ce pas? Mais la Chine a pris la technologie où? En Allemagne. L'Allemagne même qui a pris la technologie où? En France. Parce que le TGV est une invention française.
Le train à grande vitesse est une invention française, récupérée aussi entre eux, par, évidemment, l'Allemagne. Mais la théorie chinoise est fabuleuse. Pourquoi? Anthony Eboa, voilà une vraie question. Il faut savoir que la Chine est très vicieuse. Les Chinois sont extrêmement bandits. Ils te commandent 10 trains. Vous êtes dans des pays où on fait circuler les trains de la Première Guerre mondiale. Mais je vous explique. En Chine donc, on te commande 10 trains. On dit, vous êtes les Allemands, non, on veut 10 trains. Voici l'argent. Les Allemands courent, parce que tout le monde cherche l'argent sur Terre. Moi-même, je cherche l'argent. Vous tous, vous cherchez l'argent. Tout le monde cherche à s'enrichir, n'est-ce pas? Donc, quand la Chine dépose l'argent, passe la commande des trains à l'Allemagne, le business, c'est quoi? C'est que les Chinois exigent aux Allemands d'amener 7 trains déjà fabriqués en Allemagne et de finir les 3 autres trains sur place en Chine. Quand tu veux vendre 10 trains, est-ce que tu vas refuser l'offre et l'argent frais? Les Européens sont tombés dans le piège de l'argent par les Chinois qui les ont piégés. Et le Chinois n'a pas la mentalité de l'Africain qui pleure, qui crie, qui doute. Le Chinois est quelqu'un de vicieux, viscéralement, mais tu peux taper un Chinois toute une nuit, il te regarde. L'Africain, après tu le tapes, il se met à faire pipi. Les muscles sont là, mais la tête est fragile. Tu lui fais un petit livre, tu dis, oh, les Noirs sont maudits, hein, selon Salomon, la femme de Salomon, dont les Noirs sont maudits. Il se met à pleurer. Il fait les veillées de prière parce qu'on a dit qu'il est maudit. Si tu dis que je suis maudit, toi tu es qui? Alors le Chinois ne rigole pas. Le Chinois ne s'intéresse pas à la vie de l'autre. Le Chinois n'est pas impressionné par le bavardage que tu fais à côté de lui. Le Chinois est formé depuis la maternelle à l'art martial, à la discipline, à la morale, à travailler, à lutter, à tomber, à croire et à avancer. C'est pour ça qu'il faut enseigner le développement personnel à ces peuples africains. Parfois, chez nous, tu vois un type tellement musclé, tu lui lances un petit mot, il pleure. J'ai perdu mon père. Il met sur Facebook, j'ai perdu ma tante. J'ai perdu mon grand-père. Le Chinois, à un moment, les larmes ne coulent pas. Parce que pour vivre dans ce monde, où il y a une haine, une méchanceté terrible, surtout une compétition entre les nations, on ne pleure pas. Je vais sur les sites chinois, vous n'avez jamais vu un deuil chinois. Vous ne voyez jamais. Regardez les pages Facebook. Moi, ce matin, j'ai même cru que ma page Facebook, c'est une page de nécrologie. Tous les gens qui sont amis avec moi sont en deuil. C'est pas mauvais. Mais nous pleurons. Pendant que nous pleurons, les autres avancent. Donc, c'est une parenthèse. Mes condoléances à toutes les familles. Je vous explique donc que les Chinois n'ont pas la même culture que nous. Tous les Chinois qui sont allés étudier à Londres, France, Canada, tout ça, c'est des agents secrets de leur pays. Mais l'Africain, dès qu'il a un petit diplôme, on lui met un petit emploi, petit poste, il achète sa maison, il dit que lui, il est Canadien. Lui, il est même déjà belge. Et il dit qu'il est fier. Vous avez déjà vu ces gens-là? Mais voilà la culture qu'il est. Même si un Chinois est né là, le gars n'a jamais eu un problème avec son pays. Ils ont les dictatures là-bas, ils ont les prisonniers, ils ont tout ce que vous savez, mais ils ne parlent pas. Parce que tu vas donner les armes à l'autre. Nous marchons au Trocadéro, nous rigolons, c'est la démocratie. Nous sommes en France et parfois nous l'insultons, nous crions, eux ils enregistrent. Ils voient ce qu'on demande. La fin du CFA, ils notent. Nous voulons la tech, ils notent. Les Chinois sont là, ils ne savent pas. Quand vous êtes avec quelqu'un
qui vous regarde droit dans les yeux, qui ne bouge pas, tu ne sais pas ce qu'il pense. Cet homme-là est plus dangereux. Tu ne peux pas le battre. Je peux vous mettre en face d'un petit Asiatique qui a 1,40 m, un vrai pygmée. Vous ne pouvez même pas l'attaquer. Vous ne savez pas s'il est maître des arts martiaux, s'il est Wang Yu, s'il est Ying Kong. Parce qu'il est là, il est calme, il est serein. J'ai visité des chantiers chinois et je voyais 4-5 Chinois diriger 400 Noirs. Des costauds garçons, musclés, jusqu'à la tête. Le noir souvent les muscles même ici. Et quand je leur disais, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire le soulèvement? Ils me disaient, mais hé, Mpépé, tu ne vois jamais les films chinois. Si ces gars nous tapent ici. Donc, le gars est convaincu que dans son propre village, 4 Chinois peuvent taper 400 personnes parce qu'il a vu les films chinois. Oui, c'est ça la force qu'il faut remettre aux Africains. C'est ce discours, c'est cette mentalité de gagneur. Quand je décide d'aller à Abidjan, je ne connais pas Abidjan. J'ai pas un oncle là-bas. Je dis, je vais là-bas. Alors, donc pour expliquer pourquoi la Chine s'est développée, c'est que chaque Chinois qui venait, même quand il étudie, c'est pour ça que maintenant dans les grandes écoles, on refuse parfois les Chinois, même aux États-Unis, parce qu'ils ont détruit la puissance occidentale de l'intérieur. Huawei, la PDG de Huawei, la patronne de Huawei, non, la directrice de Kuala de Huawei est en prison aux États-Unis. Huawei a volé tout le système informatique et digital américain. Ils ont recopié, ils ont envoyé, on a scanné. Les États-Unis ont dit que c'est une espionne. Elle est en prison là-bas. Vous, les Africains, vous êtes donc en prison de quoi? Vous ne faites rien du tout. Vous ne luttez pas assez. On dit coup d'État au Mali, tu vois quelqu'un attache la veste, il dit qu'il est expert en politique, il fait le live pour nous expliquer que c'est le coup d'État grâce à la Russie. Ça va nous apporter quoi? J'aimerais donc que, autant qu'il y a... Oh, c'est incroyable. Laissez-moi voir un peu. Partagez le direct. Partagez ce direct. Il y a des directs, des jours où je fais des directs, on est 400 personnes, je sens, aujourd'hui je sens que je suis en train de vous dire des choses qui sont extrêmement importantes. Peut-être parce qu'il est midi, mais je vous dis, il faut que les Africains se réveillent. Il faut que les Africains se réveillent. Non, il faut que l'Afrique arrête ça. C'est la médiocrité. C'est la médiocrité. Les Chinois, même les femmes se baladaient sur les Champs-Élysées avec les appareils photo à une époque. Vous le savez. Ils viennent, ils filment la tour Eiffel. Tac, tu crois qu'ils sont touristes. Ils font quoi le tourisme? Allez en Chine. Il y a les galeries Lafayette. Ils ont recopié les villes françaises, Tour Eiffel. Maintenant, ils achètent même le vin. Ils vont le planter eux-mêmes. Méfiez-vous. Vous ne pouvez pas avoir l'or et dormir avec votre or. On a l'or. Dieu nous a bénis. Et c'est là où Jomo Kenyatta avait dit un truc qu'on doit répéter dans toutes les écoles. Quand ils sont venus avec ce machin, on avait les terres, ils avaient leur Bible. Je n'ai pas dit que c'est un mauvais livre. Je ne veux pas d'ennemis. Nous débattons. Quand on a ouvert les yeux, nous on est restés avec ça et ils sont restés avec nos terres. Voilà toute l'équation de Jomo Kenyatta, qui est le père de l'actuel président Kenyatta, Uhuru Kenyatta. Donc l'autre est toujours là pour venir te prendre ce que tu as. C'est à toi. Même les Chinois ont fait ça aux Européens. Vous croyez que les Européens sont inattaquables, qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont des petits dieux. Les Chinois les ont traités comme ils les ont aussi traités avant.
Donc c'est à l'Afrique de réveiller l'œil. Mon père disait trop beau, ouvre l'œil. Hein? Papa Chami, mon père, était très fort. Dans l'énigme, il te dit, bon, là où on est là maintenant, ouvre l'œil. Mais il y a quelques années, il y a 100 ans, c'est l'Angleterre qui se baladait en Chine. Hein, les Français étaient les grands maîtres en Indochine. Aujourd'hui, ils vont supplier pour avoir les petits marchés. Parce que l'autre aussi leur a fait ce qu'on leur a fait. You do me, I do you. Mais vous ne voulez même pas réfléchir à ça. Nous tous, on est épidermiques. Vous voyez comment les trucs montent en Côte d'Ivoire, le développement suit. Tous les Africains attaquent la Côte d'Ivoire. Le crime de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire dit, nous aussi, on va faire un peu les Chinois. Nous aussi, on va regarder un peu. Comment nous, ça peut nous dépasser? S'il y a les ponts, s'il y a le métro, on peut... Même si ce n'est pas nous. Les Chinois aussi ne savaient pas faire le métro. Ils ont appelé les sociétés. Les Anglais sont arrivés, les Allemands sont arrivés. Mais le Chinois, pendant que tu creuses, lui, il fait un tozo. Il creuse aussi à côté. Nous, chez nous, les entreprises françaises ont amené tout dans les années 60. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Ah, un pépé. Un pépé. Qui va lutter en Afrique? Comme disait Lapiro, Dedigo, mandat d'Ibolé. Moi-même, je n'ai plus la force, mes petits. Savez vos petits députés, vos petits gens minables là, vos petits ministres un peu bizarres là, ils peuvent développer une pensée. Ils peuvent même écrire acte de naissance. Ils peuvent construire une pensée pour libérer un peuple. Tu suis les débats chez nous, c'est tout, tel a volé, tel a dit que... Mais qui va conceptualiser la pensée, les amis? Tout ce que je parle là de la Chine, n'est pas un hasard. C'est la programmatique. C'est-à-dire, les gens se sont assis depuis 48. Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, ou Mao Nje, je ne sais pas qui. Les gars se sont assis, ils ont dit, bon, maintenant, on ne va plus jamais nous battre. Ces gens-là ne peuvent plus nous battre. Venons s'asseoir, les gars. Maintenant, chaque Chinois est une bombe atomique, lui seul. N'est-ce pas? Même si on va déstabiliser, tout ça tient à main, on veut dire qu'il n'y a pas la démocratie en Chine. On n'écoute pas. Nous, on va les bombarder. On va les bombarder. On va reprendre. Et c'est pour ça que vous ne faites pas les arts martiaux. Quelqu'un ne peut pas te taper toute la vie. Il y a toujours un match retour. On donne le match retour pour te permettre de te préparer. Et tu regardes donc pourquoi on t'a tapé. Pourquoi il m'a mis au sol? Pourquoi il m'a fait un mawashigeri? Pourquoi il m'a fait cette prise? Pourquoi il m'a accompagné dans ma... Pourquoi? C'est le pourquoi qu'on appelle l'intelligence, le questionnement. Et c'est ce que nous faisons ici. Voilà la Bible que je prends par exemple ce matin. Et les Africains n'aiment pas ça. Quand c'est pour discuter des psaumes, des versets, des nuits de prière, hein, de la malédiction. Hein, vous commencez vos lives par « Nous allons chasser la nuit de la malédiction ». Un peuple médiocre. Quand vous prenez donc, il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes Africains. Beaucoup de jeunes Africains qui commencent à écrire leur histoire, à proposer des solutions, à lutter. Nous avançons face à l'histoire. Ça, c'est la page 27, le chapitre 2. Nous sommes en train de mettre en train un nouveau type d'humains qui demain refuseront systématiquement de monter à la remorque du TGV.
mais prendront bien le commandement et les commandes de la locomotive en prenant soin de n'exclure personne, bien au contraire. Jamais dans notre fragile parcours sur terre, nous n'avons exclu personne. C'est souvent l'inverse qui s'est produit. Ce pays que je laisse, la Chine, l'ogre connu pour sa gloutonnerie, a construit son port, fruit d'un prêt d'une banque chinoise pour faire écouler ses marchandises, mais le plus drôle étant que c'est nous, nos petits-enfants notamment, qui devront payer la dette. Il faut donc enseigner ça à nos enfants. Quand on se met à lire, les gens se déconnectent. La Révolution française, donc, elle avait commencé presque un siècle avant. Les Montesquieu ont commencé à rédiger ce qui va faire la Constitution française de demain et d'aujourd'hui et d'hier. L'esprit des lois. 1400 pages. Moi, j'ai entièrement lu. Vous voyez comment quelqu'un commence à dessiner ce que doit être son pays. Et il meurt, et 2-3 siècles après, c'est ce qu'on exécute. C'est ça. Dieu nous a tout donné. Dieu a donné à chaque humain, partout où il se trouve, la capacité d'être comme lui-même, à son image. Si Dieu est une perfection, pourquoi toi tu es un déchet de l'histoire? Pourquoi tu accuses les autres? Mais pourquoi tu vas accuser les autres? Puisqu'on est dans une jungle, on est dans une mare d'eau. Dans une mare d'eau, on ne fuit pas. Tous les poissons qui sont là, dans la rivière même, les poissons peuvent circuler et se cacher. Dans la mare, dans le lac, on est tous enfermés là. Le monde est enfermé. Tu tournes là, tu tombes sur la Russie. Tu veux fuir ici, tu prends sur l'Angleterre. Tu passes là-bas, la Chine te prend. Donc, la meilleure solution, c'est que chacun gonfle ses muscles sur place. Commencez à faire les pompes dans la tête. La jeunesse, là. Commencez à vous muscler. Hein? Bon, si vous pouvez avoir les muscles comme Ganou, c'est pas mauvais. Mais ça ne nous apporte rien. N'est-ce pas? La médaille de Ganou ne m'apporte rien. Bravo, champion. Nous allons tous aller à Batié. Soupoupong ne me tape pas. Mais ta force ne m'apporte rien. Ta force est un signe de courage pour les jeunes qui sont en train de bosadur, qui sont en train de misérer, en se disant, nous aussi un jour on va se lever. Et ce n'est pas ça qui développe un pays. Par contre, c'est ta force de caractère que tu as montré qui font de toi un champion. Mais ce qui va nous rendre forts, c'est les muscles que vous allez mettre dans la tête, jeunesse. C'est les pompes que vous allez faire. Prenez les muscles de Ganou, mettez ça dans la tête. Aujourd'hui, le Facebook est éclaté. Internet, Google, tout ça. J'ai vu un professeur d'université aller dans une université au nord du Cameroun, nouvellement affectée. La misère absolue. Le type est assis sur un banc et il dicte aux jeunes étudiants, comme à l'école primaire, le tiers-monde, définition. On n'enseigne plus comme ça depuis 50 ans. À l'université, aujourd'hui, même à l'école primaire, ici, on évolue. Vous voyez donc que les villageois ne peuvent pas développer l'Afrique. C'est des villageois. Pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils sont villageois. Ils ne comprennent pas. Ils se croient intelligents parce qu'ils ont eu des petits parchemins, mais dans la réalité, ils ne peuvent pas développer un continent. Pourtant, ils ont étudié ici, parfois même dans les bonnes écoles. Vous ne pouvez pas dire, aujourd'hui on dit aux élèves, allez me chercher, faites des recherches sur le tiers-monde et on en parle. Chacun a son ordinateur, chacun a sa connexion, chacun a son téléphone. Chacun prend et puis on échange. Tu ne dictes plus aux gens alors que chacun a ça sur son téléphone. Vous voyez l'éducation en Afrique et on est à l'université. Je ne vous parle pas de l'école primaire. Je ne vous parle pas de la maternelle, je ne vous parle pas du collège.
Si à l'université, les enfants de ce niveau continuent à être des dictéologues, ils sont addicted à la dictée. Ils ne font pas de recherche. Vous croyez que c'est étant grands fonctionnaires, tout ça, qui vont intégrer la recherche? Il y a donc une place de l'académie qu'on appelle dans l'épistémologie la recherche appliquée. Et c'est là où l'Afrique échoue. Vous avez tous les grands professeurs qu'on a au Cameroun, tous les grands professeurs au Ghana, au Congo, au ceci, au Bénin, au Togo, mais ils n'ont pas la pensée. Ils se croient penseurs, mais ils n'ont pas la pensée fondamentale. Parce que pour développer, pour créer une voiture, pour voir un avion voler là, il y a d'abord 3 étapes. Et je les reprendrai à Abidjan. Et quand je sortirai de ma conférence à Abidjan, si chaque Africain, chaque jeune qui me suit ne peut pas faire décoller même un forage, je n'irai plus jamais en Afrique. Premier truc, la pensée. Il faut qu'elle soit là. Deuxième truc, la transmission, la conception de la pensée. Maintenant, c'est la transmission de la conception de la pensée qui fait déclencher le moteur. Mais sinon, on sera des perroquets, on va réciter toutes les formules du monde. On sera là en train de raconter nos vies, de pleurer, de pleurnicher. On ne peut pas avoir le pétrole, mais c'est l'autre qui te dit que c'est le pétrole. Dans mon village à Yasoukoulam, on exploite le pétrole depuis 70 ans. Et il n'y a aucun kilomètre de goudron là à côté. Il n'y a pas d'eau. Dans mon village, il y a Evecam, multinationale. PHP, multinationale. Socapal, Bolloré, multinationale. Il y a Perenco, multinationale. 5 multinationales dans mon propre village et il n'y a pas d'eau potable. Mais parce que c'est les autres qui viennent planter la banane chez nous. C'est les autres qui viennent dire voilà le pétrole. Vous faites quoi là? Voici le pétrole. Normalement, même la France est gentille. Je vais écrire au président Macron. Je vais écrire au président Macron de ne même plus donner même les 10% là. Je vais écrire au Premier ministre anglais que quand il exploite l'or au Libéria ou en Sierra Leone, qu'on ne donne même plus 5% aux Africains. Parce que les 5% là entrent dans la poche des dictateurs et les dictateurs nourrissent leurs petites familles et chats et chiens. Et les 5% là même c'est injuste. On ne mérite même pas 1%. N'est-ce pas? Parce que tu as l'or sous tes pieds, tu es en train de jouer le caillou. Tu prends ça pour chasser les oiseaux avec, c'est de l'or. C'est l'autre qui vient, même il est poli de te dire voilà l'or. Et il te dit je vais amener mes machines pour qu'on retire l'or. Maintenant il amène ses machines, il prend le risque de créer ces machines, de concevoir. Ils viennent chez toi. Qui n'est même pas le chez toi, tu n'as même pas les preuves que c'est le chez toi. C'est eux qui ont créé ce pays, ils ont dessiné, ils ont dit vous, mettez-vous là. Vous allez là-bas. N'est-ce pas? Si vous voulez donc qu'un jour on se dise les vérités. Ils ont créé ces États. Mais ils arrivent quand même, ils commencent à exploiter ce pétrole ou ce diamant. Ils vous disent bon, on va vous laisser un peu, même 20-30%. Et vous vous plaignez. Vous les Noirs là, avec votre mauvais cœur. Vous êtes sûr que si vous trouvez l'or en Europe, que les Européens sont idiots et bêtes, ils ne savent pas ce que c'est. Vous allez mettre la machine, retirer et appeler quand même le chef du village pour lui dire voici ta part. Chers Africains, je vous pose la question. Même les 20% que les colons là vous donnent, ils ne doivent même rien vous donner. Ça va créer un électrochoc. Ça va créer une révolte profonde. Ça va faire que la révolution va commencer.
Ça va faire que vous-même, vous allez commencer à concevoir. Vous êtes des consommateurs. Vous êtes des suceurs de l'intelligence des autres. Vous êtes en plus comme des enfants malhonnêtes. Un enfant ne dit jamais merci à son papa. Surtout nos nouveaux enfants d'aujourd'hui. On leur donne tout. Et ils croient que c'est permis. Et les Européens s'amusent avec vous. En Chine, les gars ne rigolent pas. Et quand l'autre vient, il constate que vous êtes déjà au même niveau de pensée, vous signez des contrats. Et il n'y a pas de contrat léolin. Léolin, ça veut dire lion. Donc, il y a quel contrat en Afrique? Quel est le pays africain qui peut vivre seul pendant 10 jours? Seul, sans aller demander de l'aide. Quel est le pays africain qui peut souffrir même 6 mois? Le temps de faire venir les ingénieurs qui sont partis. Quel pays africain peut être comme Cuba, 30 ans, sans téléphone portable, sans vin rouge, sans champagne, sans la bière, juste pour travailler sa pensée? Quel pays africain peut souffrir? Aujourd'hui, là, la Mercedes sort en Allemagne. Un pauvre sous-préfet, gouverneur, je ne sais pas, machin, truc ministre, ose s'asseoir sur une Mercedes neuve. Vous êtes malhonnête. C'est pour ça que Sankara avait sa Renault 5 et son vélo. On ne peut pas être sur les Maybach en Afrique. La pointe de la technologie, alors que la moitié du peuple n'arrive pas à avoir la Nivaquine à l'hôpital. Je vais écrire donc au président français, et croyez-moi, on m'écoute beaucoup en France, pour que même les 2% qu'on vous donne là, qu'on ne vous donne même plus rien. Je vais dire à Nathalie, à ma soeur, qui fait des vidéos contre le FMI, tout ça, et tout pour insulter le franc CFA, que maintenant, qu'on ne donne même plus 5 francs à tous les pays africains là, que Macron ne les appelle plus. Laissez le nom de la France, je ne suis pas le porte-parole, mais laissez un peu ces gens-là tranquilles. Parce que vous, à leur place, vous allez même égorger même les bébés de 3 mois. On connaît vos cœurs. Donc, quand le monde se déplace avec nous, il faut qu'on s'adapte. Les arts martiaux s'adaptent. Quelqu'un te donne un coup de poing, tu ne fuis pas. Si tu tournes le dos, il te met au sol. Il te prend à la nuque. Donc tu dois affronter. Pour que ça ne te touche pas de face, tu barres. Quand tu barres, tu prends la main, tu tords, tu répliques. Mais nous, on est en train de fuir et on lutte en fuyant. Voilà la résultante de 60 ans d'indépendance. Purée. Parfois, je reste là, j'ai envie de pleurer. Vous savez le sacrifice qu'il faut pour fabriquer un bic, un stylo, une industrie. À peine on va commencer à fabriquer dans une usine. Vous ne pouvez pas créer une usine en Afrique. Qui peut créer une usine en Afrique? Qui? Vous savez ce qu'on appelle l'usine? L'usine, c'est Dieu. C'est-à-dire, si je me mets à fabriquer quelque chose, c'est pour ça que je ne fais pas des cours ici, on est des adultes. Il y a 2 théories. Standardisation, taylorisation. Taylor, n'est-ce pas? Et standard. Ça veut dire que la même chose, 1 milliard de fois, à la même heure. Nous, tu ne peux même pas dire que tu fabriques ça 2 fois. À la 10e fois, tu entends l'autre est en train d'encéphaler Poupa. Tourner les reins est plus important en Afrique. Secouer les reins est très important pour les Congolais que nous sommes. Pendant que le chantier avance, quelqu'un est en train de boire la bière. L'autre est en train d'insulter l'autre. L'autre a recruté ses frères. L'autre a mis sa grande soeur, sa grand-mère, ses oncles, ses cousins. Vous ne pouvez pas travailler. Même la plus petite usine ici en Occident, c'est la souffrance. On ne rit pas.
On te dit porter les têtes de cochon, tac, tac, tac pour le saucisson. Tu fais ça jusqu'au soir. C'est mécanique, c'est pour ça qu'on a mis les robots aujourd'hui. Mais tout est perfectionné. L'usine, c'est Dieu. L'industrie, c'est Dieu. Allez lire Blaise Pascal. J'ai pas dit Blaise Pascal Tala qui n'a même pas le CP, hein? Mon tonton. J'ai dit Blaise Pascal, le philosophe. Donc, méfiez-vous, chers Africains. Nous entrons dans un monde où vous êtes en train de ramener l'Afrique à l'esclavage pour 200 ans. Pourtant, nous sommes là. L'Afrique a des enfants fiers, des ingénieurs savants partout dans le monde, de Dubaï au Canada, du Qatar jusqu'aux Bahamas, à l'île Maurice, les banquiers, les ceci. Vous avez de l'intelligence, mais vous passez le temps à danser. Vous savez, le lac Niragongo, c'est le lac qui ne dort pas. Vous avez vu l'explosion au Congo. Mais au Congo, pendant qu'il y a le truc, on interviewe plutôt le savant Eddie Malou. Il vient brailler à la télé, il dit la congolexicalisation et les gens applaudissent. L'autre cogne les chaussures, on dit qu'il est sapeur. L'autre, les intellectuels sont où? Les volcanologues sont où? On vous dit qu'un magma, c'est des larves qui coulent. C'est le feu à 1000 degrés. Quand ça sèche, ça fait de la pierre, ça fait du soufre, ça fait du bitume. Vous refondez ce truc-là, vous goudronnez les routes. Les Japonais, je vous l'ai dit, construisent des aéroports dans l'eau, en pleine mer, à 10 km. Les gens construisent les tunnels sous la Manche. Donc, la nature aujourd'hui n'est pas un obstacle pour l'intelligence de l'homme. Mais nous, on est les victimes, les gens, les Bibles. Maintenant, ils ne font plus. Où sont les apôtres? Vous n'avez pas prédit ça? L'Apocalypse, vous n'avez pas lu ça? Remplir les stades de conneries, alors qu'il y a un vrai problème technologique, scientifique, naturel qui s'oppose à nous. C'est ça, l'Afrique aujourd'hui. Fuir, pleurer, crier, gémir, victimiser, être victime, pleurer. Qui va libérer le continent? Le libérer contre qui? Parce que nos propres dirigeants se comportent envers leur propre peuple comme des sorciers. Ils tuent l'énergie des enfants, des femmes. Ils ne se battent pas, ils ne mouillent pas le maillot pour défendre leur peuple. Et le peuple est abandonné à lui-même et il se déverse sur des fausses croyances, sur des choses du Moyen-Âge. Personne ne veut affronter le destin. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Je vais devoir m'arrêter. On pourra continuer le direct peut-être plus tard. Vous savez que je serai à Abidjan ce mercredi 9 juin à 11 h à l'hôtel Pullman. Ça affiche déjà complet. C'est de la folie à Abidjan. Et j'aime le peuple où on aime les gens qui aiment les gens. J'aime les gens ouverts. Ouvrons notre esprit et vous verrez qu'il n'y a pas de blanc, de noir. C'est l'intelligence qui nous élève. En pauvre, en esclave, en roi, en seigneur ou en esclave. Quand vous avez l'argent dans ce monde, même à Monaco, on vous ouvre la portière. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être riche, vous ne pouvez pas être fort, vous êtes enfermé dans des croyances bizarres, des choses bêtes, des choses inutiles, des conflits qui ne finissent jamais, des coups d'État qui renaissent. Et Einstein avait donné cette formule magnifique. Il est plus difficile de tuer une croyance que de briser un atome. On n'enlève pas les croyances. Et croire, ça veut dire qu'on met son énergie sur quelque chose qui n'est pas vrai. Si vous demandez à un Africain, vous croyez en quoi, il ne sait pas.
Il croit des choses parfois fausses, mais il est obligé de croire. Et c'est là où commence notre défaite. Il faut croire, mais en vous. Croire à l'estime, croire au destin, croire aux grandes valeurs. Vous croyez aux petites choses. Avant de raccrocher, dites-moi qui est votre mentor. Écrivez-moi une box. Je vous dirai qui vous êtes. Vous vous inspirez de qui? Quand vous êtes sur Facebook, là, vous suivez qui? Quand vous allez à l'école, là, quand vous lisez, vous faites quoi de vos vies? Attention à reproduire l'esclavage. Libérez-vous. C'est le guide d'un pépère. Un pépère chez nous, c'est l'homme qui garde le père, la forêt. C'est le mbambok. C'est des titres qu'on arrache par le savoir aussi, ou par la lignée. Mais c'est des titres d'érudition. N'est-ce pas? Il faut avoir le courage de l'affirmer. Bonne journée et à ce soir. Je serai en direct. C'est mon temps. Je vous aime.